Bonjour et bienvenue à Ottawa, la série de balados de la ville d'Ottawa où nous parlons avec le personnel municipal des programmes, projets et initiatives de la ville. Aujourd'hui, nous parlerons du budget annuel de la ville, comment est-il établi et comment les résidents peuvent-ils faire part de leurs commentaires. Nous allons vous expliquer où vont vos impôts. L'indicatif musical qui annonce notre balado s'intitule « Rappelle-moi de Jolie ». Nous commençons et terminons chaque balado avec un ou une artiste locale figurant sur la liste de lecture Tempo de la ville sur SoundCloud. Vous pouvez trouver un lien vers notre liste de lecture dans nos notes de l'épisode et vous pourrez écouter d'autres morceaux de Jolie à la fin de notre balado. Et une raison de plus pour nous écouter jusqu'au bout. Je m'appelle Chloé Saint-Onge et je suis agente de communication ici à la ville d'Ottawa. Je m'appelle Abdourahmane et je suis spécialiste en recouvrement à la ville d'Ottawa. Et toi, Abdou, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir respecter un budget? Et est-ce que tu as été capable de le respecter? Oui, cela m'arrive de respecter un budget, mais le plus difficile est à respecter un budget de vacances, et surtout avec une grande famille. Ça, c'est sûr, je peux même pas imaginer. Avant de commencer, nous avons quelques remarques d'ordre administratif à formuler. Les programmes et les services de la ville dont nous parlons figurent dans les notes de l'épisode. Et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site web de la ville, ottawa.ca/fr. Les notes de l'épisode contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la ville où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'un de nos balados, écrivez-nous à l'adresse podcast-balado@commercialottawa.ca. Svetlana Valkova est née et a grandi en Bulgarie. Elle y a aussi fait ses études avant de mettre ses compétences financières au service du Canada et d'Ottawa. Après avoir travaillé quelques années dans le secteur privé, Svetlana s'est jointe à la ville d'Ottawa et occupe actuellement le poste de chef des finances adjointe. Bienvenue à Ottawa, Svetlana. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être ici avec nous. Venir ici à partir de la Bulgarie, comment cela s'est-il passé? Je suis arrivée au Canada à la mi-janvier et il faisait froid, bien plus froid que je ne l'avais imaginé. Je croyais avoir atterri au pôle Nord, honnêtement. Oui, nos hivers sont vraiment froids et brutals parfois. Ah oui. Venant de Bulgarie où le climat est tempéré avec 4 saisons d'une longueur équivalente et des températures plus clémentes, le contraste était marquant. Au début, ce fut difficile de me trouver un emploi et cela a pris plusieurs mois. De nombreux employeurs recherchaient des candidats ayant une expérience canadienne, ce que je n'avais pas. Le Canada a un programme d'immigration robuste, mais une fois arrivé, il peut être étonnamment difficile de trouver un emploi dans le même domaine et au même niveau que dans notre pays d'origine. C'est un peu paradoxal puisque même si le pays accueille les nouveaux arrivants qualifiés, le chemin vers un emploi valorisant est souvent semé d'embûches. J'ai accepté un premier emploi comme télévendeuse pour une banque afin de pouvoir payer mes factures. Puis j'ai obtenu un poste au service financier de la banque en commençant au bas de l'échelle. Comme immigrante, j'avais souvent eu le sentiment de devoir travailler plus dur que ceux qui étaient nés et avaient grandi ici pour que les gens puissent reconnaître mes compétences au-delà de mon accent. Je suis titulaire d'un diplôme universitaire en finance obtenu en Bulgarie et je suis arrivée au Canada en parlant anglais et français. Malgré mes études, cela ne m'a permis d'obtenir un poste où je pouvais pleinement mettre à profit mes compétences. Pour faire progresser ma carrière, j'ai décidé d'obtenir le titre de comptable professionnel agréé. Cela m'a pris 5 ans et j'ai réussi tous les cours obligatoires pour un travaillant à plein temps. Fort de mon expérience canadienne et de mon titre de CPA en voie d'obtenir, j'ai pu décrocher un poste d'analyste financière principale à la ville. Pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé un travail enrichissant, un emploi qui me permettait de contribuer de manière substantielle à la communauté. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Svetlana. Alors, comme bon nombre de nos auditeurs et collègues municipaux, vous êtes trilingue. Oui, le bulgare, l'anglais, le français.
J'ai fait mes études secondaires dans un lycée français et je ferai mon mieux pour répondre à vos questions en français. Si vous avez le sentiment que je lis quelques-unes de mes réponses, c'est le cas. J'ai écrit ce que je voulais dire. C'est un sujet très important. Je veux éviter toute ambiguïté. Merci beaucoup pour ça. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez choisi ce domaine d'activité et qu'est-ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Dès mon arrivée à Ottawa, j'ai beaucoup aimé la ville. Malgré le froid, j'aime qu'elle soit propre, bien organisée et accueillante. Je savais que je voulais travailler pour la ville d'Ottawa afin de contribuer à la communauté et de redonner à un endroit où je me suis rapidement sentie comme chez moi. Je suis titulaire d'un diplôme en finance et d'un titre comptable et il était tout naturel pour moi de rejoindre la direction générale des services de finances. Au fil des ans à la ville d'Ottawa, j'ai eu la chance d'appuyer un large éventail de clients internes et externes et de travailler sur d'excellentes initiatives. J'ai passé la majeure partie de mon temps à la direction générale des services de finances où j'ai contribué à l'élaboration du budget, à la production de rapports financiers et à des projets stratégiques. Pendant la pandémie, je me suis jointe à Santé publique Ottawa, où j'ai relevé un défi bien différent, soit de diriger une augmentation importante des effectifs, de soutenir des équipes opérationnelles et contribuer aux principaux efforts de planification et de production de rapports pendant cette période critique. Les gens sont peut-être habitués à établir un budget pour gérer leur foyer ou un projet. Serait-il utile pour les résidents de comparer les deux? Oui, il peut être utile, très utile pour les résidents de voir le budget municipal comme un budget familial ou un budget de projet. Comme à la maison, la ville doit faire des choix quant à la façon de dépenser l'argent pour les choses comme les routes, les parcs, les services d'urgence et les écoles. L'argent est limité et il faut donc établir des priorités. Lorsque je planifie mon budget mensuel, je débute toujours avec des dépenses essentielles comme le loyer, les épiceries et les factures. Une fois celles-ci réglées, j'évalue ce qui reste et je détermine les autres priorités pour le mois. Parfois, il s'agit d'économiser pour une dépense à l'avenir et d'autres fois, l'argent sert à me faire plaisir. C'est toujours une question d'équilibre et de s'assurer de couvrir les priorités. J'ai appris que d'élaborer un budget ne se résume pas à réduire des dépenses, mais qu'il s'agit de gérer mes dépenses de manière réfléchie et de m'assurer que mes choix reflètent ce qui compte le plus pour moi. Au sein de ma famille, il nous est arrivé de devoir choisir entre de courtes vacances, de remplacer des appareils électroménagers vieillissants. Les deux étaient importants, l'un pour le repos et le moment de qualité, et l'autre pour le confort quotidien, mais nous devions établir la priorité en fonction de l'urgence. La ville est confrontée à des décisions similaires comme investir dans les transports en commun ou réparer des infrastructures vieillissantes. Voir les choses sous cet angle vous permet de comprendre que l'élaboration d'un budget n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de valeurs et de compromis. Il s'agit de s'assurer que les besoins les plus importants sont comblés tout en planifiant l'avenir. Et comme dans un ménage, des dépenses imprévues peuvent survenir. Je me souviens de la panne inattendue de notre chaudière en plein hiver, que nous avons dû nous traiter rapidement. La ville doit également être prête à ce genre d'imprévu. Alors, oui, la comparaison entre le budget municipal et celui d'un ménage peut permettre de mieux comprendre les défis et les choix nécessaires et l'importance de l'apport du public. Le processus budgétaire s'étend sur toute l'année et nous en parlerons dans un instant, mais il commence en réalité avec le rapport sur les orientations budgétaires. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Tout à fait. La ville travaille à la planification et la budgétisation tout au long de l'année.
Si l'on reprend l'exemple du budget des ménages, nous sommes toujours préoccupés par nos propres finances, même si nous ne travaillons pas avec un tableur tous les jours. En ce qui est trait au lancement officiel de la période budgétaire, vous avez raison, tout commence par le rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport constitue la feuille de route financière de la ville. Il présente la situation dans son ensemble comprenant la conjoncture économique, les recettes prévues, les dépenses engagées et les points susceptibles d'être sous pression. Il fixe également des objectifs pour des questions comme l'augmentation recommandée des taxes municipales et les priorités de financement. En résumé, il aide les directions à élaborer leur budget préliminaire en fonction des objectifs du conseil et les réalités financières de la ville. J'aime comparer cela à la planification d'un grand voyage en famille. On commence par déterminer le montant que l'on peut dépenser, ses priorités, par exemple les sites que l'on souhaite visiter, les lieux où l'on souhaite séjourner. Et puis, on travaille à rebours à partir de là. Le rapport des orientations budgétaires est présenté au comité des finances et des services organisationnels en septembre, sauf une année électorale, où la situation évolue légèrement. Il comprend également les dates et échéances clés afin que chacun connaisse les prochaines étapes. Il prépare le terrain pour toute la saison budgétaire. Merci Svetlana. Le parallèle avec le budget familial nous permet de mieux visualiser vraiment les priorités de la ville aussi. Votre équipe doit maintenant établir un budget. Le projet de budget est généralement présenté au conseil en novembre. Que comprend-il ? Sauf en année électorale, le budget provisoire est présenté au conseil en novembre, et ce qui constitue une étape importante du processus budgétaire. Il est important de savoir qu'en Ontario, les villes sont tenues de présenter un budget équilibré en vertu de la loi sur les municipalités. Cela signifie que toutes les recettes reçues comme les taxes, frais, subventions et autres revenus doivent être égales aux dépenses consacrées aux services, aux programmes et aux infrastructures. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, n'est-ce pas? La ville fonctionne de la même manière. Nous n'empruntons pas d'argent pour couvrir les frais de fonctionnement quotidien, ce qui contribue à une gestion financière responsable et protège notre code de crédit. C'est important car cela influence le coût des emprunts pour les projets d'envergure comme la construction de routes et de centres communautaires. L'élaboration du budget provisoire comprend également des choix difficiles. Les besoins sont toujours supérieurs aux fonds disponibles et le personnel doit donc établir soigneusement ses priorités. C'est comme planifier ses propres dépenses, c'est-à-dire que même si l'on veut tout faire, il faut néanmoins décider ce qui est le plus important et ce qui peut attendre. Tous les jours, les familles doivent constamment faire des choix en ce qui a trait à l'utilisation judicieuse de leurs revenus. Par exemple, on doit décider entre emplettes au restaurant. Vous aimez peut-être aller souper au restaurant, mais si la facture des emplettes est élevée ce mois-ci, vous allez sans doute cuisiner plus souvent à la maison. Et puis, vêtements neufs ou fournitures scolaires. Lors de la rentrée scolaire, l'achat du cahier et de sacs à dos peut être prioritaire sur le renouvellement de votre garde-robe. Service de diffusion en continu au voyage. Vous pouvez annuler certains abonnements pendant quelques mois afin de mettre de l'argent de côté pour des vacances en famille. Ou un autre exemple, rénovation ou loisirs. Si le toit a besoin d'être remplacé, les soirées cinéma et les sorties peuvent être temporairement réduites. Il s'agit avant tout de faire des choix judicieux et de faire preuve de souplesse face aux coûts imprévus.
Ainsi, lorsque le Conseil examinera le budget provisoire en novembre, il voudra voir un plan qui reflète ces décisions. Il donne un aperçu de la façon dont nous concilions les besoins de la communauté et les réalités financières. Alors, il s'agit de recettes et de dépenses, ce qui est logique, mais quand on pense aux recettes, on pense aux impôts fonciers, mais il y en a d'autres, n'est-ce pas? Oui, les impôts fonciers représentent une part importante des recettes de la ville, mais ils ne constituent pas sa seule source. La ville perçoit également des fonds grâce aux redevances des utilisateurs, comme notamment les tarifs de transport en commun, les frais de programme de loisirs et les permis, c'est-à-dire pour les services pour lesquels les utilisateurs paient des redevances. Nous recevons également des transferts des gouvernements provincial et fédéral. Ces transferts peuvent contribuer au financement de projets comme le logement, les infrastructures ou la santé publique. Ils sont très importants car ils soutiennent des services qui profitent à tous les résidents. La redevance d'aménagement constitue une autre source de revenus. Lors de la construction de nouvelles maisons, ou de nouvelles entreprises, les promoteurs paient des frais qui contribuent à couvrir le coût de services comme les routes, les réseaux d'eau et les parcs, afin de soutenir cette croissance. Il existe également des subventions. Nous demandons et recevons parfois du financement pour des projets particuliers comme la construction d'un nouveau centre communautaire ou la modernisation des transports en commun. Ainsi, les impôts financiers constituent certes un apport important, mais les recettes de la ville proviennent de sources diverses. C'est comme si un ménage avait plusieurs sources de recettes. C'est ce qui permet à la ville de maintenir l'équilibre et d'assurer la prestation des services sur lesquels la population compte. Merci pour ces détails sur les recettes. Et qu'en est-il des dépenses? Le budget municipal couvre plus de 100 services sur lesquels les résidents se fient au quotidien. Dès votre réveil jusqu'au coucher, vous utilisez de nombreux services municipaux, même si vous ignorez l'existence. Le matin, lorsque vous faites couler le robinet, c'est le service d'eau municipal qui est à l'œuvre. Lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école, vous utilisez les trottoirs entretenus par la ville. Les ordures ménagères et le recyclage ramassé en bordure de rue, l'autobus que vous prenez pour vous rendre au travail, le parc que vous fréquentez en soirée, ce sont tous des services municipaux. Même l'éclairage des rues, le déneigement, les bibliothèques publiques et les services d'urgence font partie de votre quotidien. Qu'il s'agisse d'inscrire votre enfant à des cours de natation, de participer à un événement communautaire ou d'appeler le 311 pour obtenir des informations, c'est la ville qui vous offre ces services au quotidien. On a tendance à oublier l'ampleur des services offerts par la ville si l'on ne prend pas le temps d'y réfléchir. De là, l'importance de budgétiser ces services et de tenir compte de l'apport du public. Chaque dollar dépensé contribue à rendre le quotidien plus sécuritaire, plus facile et plus agréable. Avec autant de priorités différentes, comment le personnel décide-t-il de l'affectation des fonds? C'est une excellente question. Avec autant de priorités concurrentes, décider où allouer les fonds est l'un des aspects les plus difficiles de l'élaboration du budget. Le personnel ne se contente pas de deviner ou de choisir ce qui lui semble la meilleure option. Il doit suivre un processus réfléchi guidé par 4 facteurs clés. Premièrement, il y a les plans directeurs et les stratégies de la ville. Ce sont des documents long terme, comme le plan stratégique, le plan directeur sur les changements climatiques et le plan directeur de la gestion des déchets solides. Ils nous aident à atteindre des objectifs globaux et à ne pas nous limiter aux besoins à court terme.
Deuxièmement, les décisions au conseil jouent un rôle important. Le conseil établit les priorités pour son mandat et donne des orientations par le biais de réunions du comité et de motions. Ces décisions déterminent les projets financés et leur échéancier. Troisièmement, il y a des facteurs externes comme les conditions du marché, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, les modifications des lois provinciales ou fédérales et l'évolution des besoins de la communauté. Par exemple, une augmentation du coût des matériaux ou l'obtention d'une nouvelle subvention peuvent modifier notre planification. En dernier lieu, la participation du public est un élément essentiel du processus. Le personnel recueille des commentaires lors de réunions publiques, de consultations et de sondages. C'est comme consulter sa famille avant de prendre une décision financière importante. Vous devez reconnaître ce qui compte le plus pour les personnes concernées. S'il n'est jamais facile de trouver l'équilibre, ces 4 piliers guident les décisions et assurent que le budget reflète à la fois les priorités de la communauté et les réalités financières. Quelles sont les principales pressions financières dont la ville doit tenir compte? La ville est confrontée à de nombreuses pressions financières qui ont une incidence importante sur la composition du budget. L'un des plus importants est l'inflation. Comme dans nos vies, le coût des matériaux et des services ne cesse d'augmenter, qu'il s'agisse du carburant pour les véhicules municipaux ou des fournitures pour la réfection des routes. Cela signifie que le même dollar ne vaut plus autant qu'avant. Les augmentations de salaire constituent un autre facteur. De nombreux employés municipaux sont syndiqués. Leurs salaires sont donc liés aux conventions collectives. Ces questions sont importantes pour l'équité et la stabilité, mais ils augmentent également le coût global de la prestation des services. Il y a ensuite les infrastructures. De nombreux actifs de la ville, comme les routes, les ponts, les bâtiments vieillissent et doivent être rénovés. C'est comme posséder une vieille maison. Il faut tôt ou tard remplacer le toit ou moderniser le plombier. Ces coûts s'accumulent. Nous investissons également davantage dans l'adaptation au changement climatique, à la durabilité environnementale. Cela comprend des mesures comme prévention des inondations, les infrastructures vertes et les améliorations éco-énergétiques. Ce sont des investissements à long terme qui contribuent à protéger la communauté et l'environnement. Les transports en commun sont un autre secteur sous pression. La fréquentation n'a pas encore totalement répondu depuis la pandémie, mais les coûts d'exploitation du réseau n'ont pas diminué, ce qui a entraîné un déficit de financement qu'il faut combler. Dans ce contexte, la ville doit trouver un équilibre entre l'abordabilité pour les résidents et le maintien des niveaux de service. C'est un équilibre délicat à respecter car les citoyens veulent des services de qualité avec des coûts gérables. Revenons à l'analogie avec le ménage. Il arrive parfois que des événements imprévus surviennent au cours d'une année. Un arbre tombe sur la maison ou, dans le cas du budget municipal, nous pouvons être confrontés à des inondations ou à d'autres catastrophes naturelles. Comment ces événements imprévus peuvent-ils avoir une incidence sur le budget municipal? Voilà une excellente façon de voir les choses, car tout comme au sein d'un ménage, des imprévus peuvent survenir et perturber des plans financiers de la ville. Une grosse tempête peut provoquer des inondations, une baisse soudaine de fréquentation des transports en commun ou même une urgence en santé publique. Ce genre d'événement peut engendrer de nouvelles dépenses qui n'était pas prévu au budget initial. J'ai moi-même vécu ce genre de situation. Il y a quelques années, nous venions de terminer la planification de notre budget familial pour l'année. Tout était prévu, les fournitures scolaires, petits voyages. Puis, soudain, notre voiture est tombée en panne et a nécessité des réparations majeures.
Cette dépense n'était pas prévue, mais nous avons dû nous adapter rapidement et puiser dans nos économies d'urgence. C'était frustrant, mais cela m'a rappelé l'importance de la flexibilité. C'est pourquoi la flexibilité et la résilience sont intégrées au processus budgétaire de la ville. Chaque année, la ville met de l'argent de côté dans ce qu'on appelle un fonds de réserve. Il s'agit de comptes d'épargne d'urgence qui ne font pas partie du budget de fonctionnement habituel, mais qui sont planifiés et suivis séparément. Leur utilisation doit être approuvée par le conseil et leur utilisation est comptabilisée chaque année dans les états financiers de la ville. Merci beaucoup. En tant que résident, on se pose la question, comment les résidents peuvent-ils avoir leur mot à dire sur le contenu du budget 2026? Il existe de nombreuses façons pour les résidents de s'exprimer sur le contenu du budget 2026. Au cours des dernières années, la ville a orienté ses efforts pour rendre le processus plus simple et plus accessible. L'objectif est d'aider les gens à se sentir en confiance pour participer, même s'ils ne sont pas des experts en budgétisation. Un excellent point de départ est ottawa.ca budget, qui est la plateforme centrale pour tout ce qui concerne le budget. Vous y trouvez les budgets provisoires, les budgets approuvés, le résumé des différents secteurs d'activité et même des rapports et ordre du jour des réunions du conseil. Tout est regroupé au même endroit et la navigation est facile. Après le début du budget provisoire, vous trouvez également des outils comme le magazine budgétaire et le navigateur du budget. Ce sont d'excellentes ressources qui présentent le financement des programmes et services de la ville de manière plus visuelle et attrayante. Les consultations avec les conseillers sont un autre moyen important de participer. Elles ont lieu entre avril et décembre, en personne ou en ligne. Vous pouvez consulter la page du budget provisoire de 2026 sur Participants Ottawa pour connaître les prochaines dates où vous pouvez abonner l'infolettre de votre conseiller pour rester informé. En ce qui a trait à Participants Ottawa, il s'agit du portail de participation publique de la ville. Il est interactif et comprend des sondages et des formulaires de rétroaction où vous pouvez partager vos commentaires sur les priorités budgétaires. Bien entendu, les réunions du conseil et des comités sont ouvertes au public. Vous pouvez les regarder en direct ou visionner les enregistrements en différé. Pour aller encore plus en profondeur, vous pouvez rencontrer votre conseiller de quartier pour lui faire part de vos idées ou préoccupations. Merci beaucoup, Svetlana, pour avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. C'est donc la fin du balado, mais pas la fin de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes abordés ici. Restez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa parlera de dossiers tout à fait différents. Pour conclure l'épisode, voici un extrait supplémentaire de Rappelle-moi de Jolie, tiré de la liste de lecture tempo de la ville sur SoundCloud. Combien de fois ta misère